Bienvenue sur Télé 7 pour suivre votre émission explicative Avis d'experts. Nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux un expert en santé des reproductions qui va nous parler de la santé reproductive pendant la période de Covid-19. Docteur Mike Mpoyi, bonjour. Bonjour Madame Martine. Comment vous allez? Je vais très bien. Voudriez-vous bien vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Moi c'est Dr Mike Mpoyi. Je suis médecin de formation et j'ai une certaine expertise en santé de la reproduction, dont j'évolue là-dedans depuis déjà 12 ans, que j'évolue en santé de la reproduction. Et donc c'est ce que je fais pour travailler avec les communautés, mais aussi avec, en appui avec le gouvernement pour ce qui est de la santé de la reproduction en général. Merci beaucoup, docteur Mike. Vous savez, l'année 2020 a été, elle reste vraiment marquée par la pandémie à coronavirus. Alors, c'est cette pandémie qui a vraiment touché tous les secteurs de la vie, y compris les secteurs de la santé reproductive, la santé sexuelle. Alors, nous voulons bien savoir, pendant cette période et toutes les difficultés possibles, est-ce que la femme a vraiment facilement accès aux soins de santé appropriés? Merci beaucoup. Je crois que c'est une question assez épineuse, surtout dans notre environnement et dans nos communautés, parce que déjà, dans les conditions normales, la femme a beaucoup de difficultés à avoir accès aux soins de santé de la reproduction. Déjà, dans l'environnement normal, selon les études qui existent, ça montre que au moins le tiers de femmes ont déjà été violentées par un partenaire ou par quelqu'un d'autre dans la communauté. Et cela s'acutise encore quand nous sommes dans des périodes de crise humanitaire, telles que la crise que nous sommes en train de connaître avec le coronavirus. Et donc la position de la femme s'est encore empirée parce qu'elle a difficilement accès déjà aux soins de santé de la reproduction, déjà qu'en conditions normales cela est difficile. Et donc avec Covid-19 et tout ce qui s'amène comme restriction, du point de vue économique, du point de vue social et tout, ça fait que la femme est la plus impactée. Parce que dans un environnement normal, vous connaissez déjà que le pouvoir économique de la femme, il est très faible. Déjà même pour arriver à se payer les soins de santé, c'est difficile. Mais a fortiori quand on se retrouve dans un environnement où elle ne sait même plus aller au marché pour aller vendre, cela fait que elle est plus dépendante de l'homme. Peut-être qu'il y a encore la possibilité d'aller à un travail qui est normal et rémunéré. Elle vendait peut-être au marché. Et donc, quand vous parlez de pouvoir des pouvoirs d'achat ou de vente qui est réduit, parce que vous faites allusion à la fermeture du marché central? Bon, c'est parmi tant d'autres. Hein. Il n'y a pas que le marché central qui est fermé. Il y a beaucoup d'entreprises aussi, des petites entreprises, des micro-entreprises qui étaient créées, pour la plupart créées par des femmes, parce qu'on sait que pour la plupart, elles travaillent dans le secteur informel, qui est vraiment impacté par cette pandémie. Et ça fait que leurs sources de revenus sont quasiment détruites à un point qu'on ne peut pas s'imaginer. Et cela la met toujours. Mais face à toutes ces difficultés-là, oui, avec des sources de revenus qui sont tout à fait arrêtés. Mais quelle est l'implication de l'État congolais pour pouvoir soutenir la femme en cette période de crise? Merci beaucoup. Je crois que l'État est en train de jouer son rôle. Je ne peux pas réellement parler au nom de l'État, mais c'est par rapport à ce que nous voyons dans nos communautés, où des efforts sont en train d'être entrepris, que ce soit sur le plan normatif, pour essayer d'avoir des lois et des directives qui peuvent permettre à ce que la femme puisse avoir accès aux soins de santé de la reproduction pendant cette période de Covid-19. Mais quelles sont les directives qui sont mises sur pied? Les directives qu'on peut voir, qui sont concrètes, qui sont mises sur pied pour pouvoir sécuriser la femme? Il y en a. Quand vous parlez juste oui, des directives, c'est vague. Oui. Vous pouvez parler concrètement. Les directives, il y en a. Je peux parler par exemple
des dispositions qui sont prises par la présidence de la République pour l'assistance aux victimes de violences sexuelles pendant cette période de Covid. Parce que vous savez que cela s'est sérieusement acutisé. Sur toutes les chaînes, on voit de plus en plus des cas de violences sexuelles sur la femme, des viols, des harcèlements et consorts. Et donc, il y a tout un projet que la présidence de la République implémente avec l'appui des partenaires, dont AIPAS et l'UNFPA et consorts, qui reçoivent les appels des femmes qui sont violentées et puis qui les orientent vers les structures de prise en charge. Et parfois, quand ils ont besoin d'un appui psychologique ou d'un soutien psychologique, il y a des psychologues qui peuvent les accompagner pour leur permettre de gérer cette période ou gérer le temps de crise ou leur apporter un soutien s'ils en ont besoin. Si c'est des suivis par exemple en ce qui concerne le côté juridique, ils peuvent les appuyer pour contacter des avocats ou pour aller en justice, ainsi de suite. Donc c'est des dispositions qui sont prises pour aider la femme à ce qu'elle puisse être sécurisée pendant cette période et qu'elle ne puisse pas être la seule à subir les affres de cette pandémie à coronavirus. Mais quand vous parlez des violations faites à la femme et toutes les dispositions que vous avez énumérées ici là, ça englobe aussi un cas de femme qui tombe enceinte par rapport à ces violations. Il y a aussi des dispositifs. Oui, il y a aussi des dispositifs pour des femmes par exemple qui sont violées et qui sont tombées enceintes par la suite. Il y a tout un programme de prise en charge des violences sexuelles, mais aussi l'État a pris des dispositions pour que les femmes qui sont, par exemple, victimes de viols, d'inceste, parce qu'on connaît tout ce qui se passe dans nos communautés aujourd'hui, qui a un impact sur la santé de la femme. Et ça fait qu'il y a, par exemple, des normes et directives sur les soins complets d'avortement qui ont été adoptés par le gouvernement, le ministère de la Santé, pour pouvoir permettre à ce que, s'il faut offrir par exemple le service d'avortement sécurisé à une femme, que ça puisse se faire dans un environnement sécurisé, dans des structures hospitalières, et qu'elle ne soit pas laissée à elle-même d'aller se débrouiller ou d'aller voir des charlatans. En dépit de toutes ces dispositions prises par l'État pour sécuriser les avortements, mais l'État, en fait, les hôpitaux ou les centres de santé continuent à enregistrer des cas d'avortement clandestins. Oui, les hôpitaux enregistrent des cas d'avortement clandestins parce que l'offre de services n'est pas encore disponibilisée comme il le faut dans des structures d'offre de services de santé. Parce que l'avortement sécurisé fait partie des soins primaires. Et donc, c'est des soins auxquels les femmes devraient accéder parce qu'il y a plus de 13% de la mortalité maternelle qui est liée aux avortements aux complications des avortements clandestins. Et donc, s'il n'y a pas de structures qui peuvent offrir correctement ces services, ben, les femmes vont aller se débrouiller chez les charlatans et chez tous ces gens. Mais vous savez, si les femmes recourent à ces avortements clandestins, c'est parce que la loi congolaise ne permet pas l'avortement, c'est pas officiel. La loi congolaise, comme vous le dites, oui, mais il y a le protocole de Maputo qui a été accepté, qui a été entériné par le pays au niveau international. Le Parlement a donné l'autorisation au chef de l'État, à l'époque le président Kabila, pour pouvoir ratifier ce protocole qui a été fait. La RDC l'a ratifié sans réserve. Et dans ce protocole, il est dit que la femme, dans les cas d'inceste, de viol, d'agression sexuelle, ou dans le cas où la santé de la mère et de l'enfant sont mises en danger, la femme peut avoir accès à un avortement sécurisé. Et donc ça, c'est déjà garanti du point de vue local, du point de vue de la loi. Maintenant, du point de vue de l'offre de services, il faut que cela se répercute dans les formations sanitaires. Il faut que les prestataires soient formés. Il faut que cette chaîne-là, il faut qu'il y ait un équipement approprié, ainsi de suite. Mais par rapport au protocole de Maputo, oui, tel que vous le dites, qui autorise à une femme d'avorter dans certaines conditions, oui, et comparé à nos us et coutumes, vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Les us et coutumes congolais et africains aussi, qui ne permettent pas, qui disent que quand vous avortez, vous avez tué. Mais il n'y a pas une contradiction par rapport à ce que dit l'article 14 du protocole de Maputo? En fait, nous n'entrons pas dans la coutume. Parce que la coutume, vous savez, elle est évolutive. À l'est, par exemple, du pays, vous avez des endroits où les femmes qui étaient victimes d'inceste et de viol étaient carrément jetées dans la forêt pour qu'elles aillent se débrouiller là-bas. Parfois, elles mouraient là-dedans.
Aujourd'hui, ça ne se fait plus, alors que c'est dans la tradition. Dans le Kasaï, par exemple, vous avez des endroits où les femmes étaient enterrées vivantes. C'est des choses qui ne se font plus, alors que c'est dans la tradition. La tradition, la coutume, elle est évolutive par rapport aux activités sociétales des humains. Et donc, pour revenir à ce qui est de l'accès à l'avortement sécurisé, c'est un fait. À Kinshasa, il y a 400 avortements par jour. Vous allez me dire que ces gens-là n'ont pas de tradition, ils n'ont pas de religion. 400 avortements par jour. La source. La source de... Pour donner cette information, c'est statistique. Il y a une étude que Guttmacher a fait à Kinshasa qui a révélé ça. Il y a 400 avortements clandestins par jour. Et alors ça, c'est sous-estimé. Parce que c'est pas ça la réalité, c'est même plus que ça. Parce que je vous ai parlé, au moins dans les conditions normales, du tiers des femmes qui subissent des violences sexuelles. Est-ce que c'est la crise sanitaire qui occasionne ces chiffres montants des avortements? C'est dû à la crise sanitaire par rapport au coronavirus? Les chiffres que je vous donne, c'est dans un environnement normal, où il n'y a pas de coronavirus. Et nous pouvons nous estimer qu'avec l'augmentation des violences basées sur le genre, dans cet environnement de coronavirus, on peut même avoir ce taux qui est multiplié par autant. Et donc, c'est même plus que ça pour le moment. Mais quel est l'impact sur la vie de la femme, l'impact du coronavirus sur la vie sexuelle d'une femme? Ça a un grand impact. Vous savez, bientôt, on venait d'un certain confinement à un moment donné. Vous aviez vu combien les femmes étaient sacrifiées à elles-mêmes. Parce que dans le temps, quand par exemple une femme était agressée, elle pouvait courir aller chez les voisins, elle pouvait appeler à l'aide à quelqu'un de la famille. Mais admettons qu'il y ait confinement, elle va appeler qui? Chacun est chez soi à la maison. Et donc il y a eu des femmes qui ont subi des violences. Il y a des enfants qui ne vont plus à l'école, mais qui peuvent subir des violences domestiques à la maison. Et vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'inceste, beaucoup de viols dans les domiciles des filles et des jeunes filles. Et donc, beaucoup d'autres grossesses qui n'ont pas été prévues. Beaucoup d'autres grossesses qui n'ont pas été prévues. Parce que quand le confinement vient ou quand toutes ces mesures de restriction viennent, ça n'avertit pas. Et donc la femme n'aura même pas le temps d'aller prendre sa contraception au centre de santé. Elle sera carrément surprise et... Est-ce que la COVID-19 est un blocage au planning familial, à la planification familiale? Oui, avec toutes les mesures de restriction, parfois des mobilités, parfois les prestataires eux-mêmes ont peur d'être en contact avec les malades parce qu'ils peuvent se faire infecter. Les patients eux-mêmes préfèrent rester à la maison que d'aller dans une clinique parce qu'ils peuvent aller attraper la maladie. Et tout ça, ça fait que... la femme est la première à être visée, mais aussi elle n'a pas d'argent peut-être pour aller payer les soins parce que son marché qu'elle faisait à côté a été impacté par la crise de coronavirus. Et tout ça, c'est un cocktail qui fait que la femme, elle est la plus visée et c'est elle qui subit l'impact direct de cette crise. Mais il y a eu beaucoup de mobilisation de fonds par rapport à la lutte contre le virus à coronavirus, en fait, par rapport à la pandémie. Il y a eu beaucoup de mobilisation de fonds qui sont vraiment dirigés directement vers la lutte contre la COVID-19, et alors que l'on oublie la santé sexuelle de la femme, la santé reproductive. Vous ne pensez pas que les organisations comme le vôtre devraient revoir cette question des COVID et reproduction et des santé de reproduction? Oui, c'est vraiment une question importante. Parce que pour la plupart actuellement on se focalise sur seulement l'accès ou le traitement des malades de Covid-19, mais en réalité ces malades, ils restent toujours des personnes comme ils étaient avant. Ils ont toujours ce besoin en termes de santé de la reproduction qui est acutisé. Nous par exemple, c'est quelque chose sur laquelle nous réfléchissons beaucoup et la plupart de nos interventions, nous les avons axées dans ce sens-là, pour essayer d'abord d'aider à ce que le service de santé de la reproduction soit offert de façon sécurisée pendant cette période, qu'il y ait des masques disponibles, qu'il y ait des gels hydroalcooliques pour protéger les médecins, les infirmiers qui offrent le service, mais aussi de remettre ces masques
aux femmes qui viennent pour visiter les structures, pour qu'elles ne se soient pas infectées au niveau de la structure, mais aussi de disponibiliser des points de lavage des mains par exemple, pour que quand elles viennent, elles peuvent se laver les mains pour aller accéder aux soins. Mais nous appuyons aussi des femmes qui fabriquent les masques en tissu, parce que c'est un des éléments importants qui peut permettre à ce que ces femmes fabriquant des masques, elles apprennent un métier, elles les fabriquent, elles peuvent les vendre dans les marchés et avoir un petit rien qui peut les aider à développer une certaine résilience pendant cette période de Covid-19. Donc on essaye d'adapter un peu nos interventions dans ce sens-là. Il y a des discussions au niveau des organisations d'appui au gouvernement pour que tous on puisse regarder dans la même direction et permettre à ce que la résilience de la femme soit renforcée par rapport à cette crise de coronavirus, mais aussi que l'accès aux soins de santé de la reproduction se fasse de façon sécurisée et même amplifiée pendant cette période. Mais vous ne pensez pas qu'avec cette pandémie à coronavirus, les activités sexuelles, par exemple, parce qu'avec la distanciation qui est imposée comme mesure de barrière, vous ne pensez pas que les activités sexuelles sont en train de se réduire dans des couples? Ça ne se réduit pas parce que la distanciation sociale ne concerne pas les couples et même les membres de famille. Généralement, quand vous êtes chez vous en famille avec vos enfants, vous n'allez pas utiliser la distanciation sociale parce que vous partagez un même espace de vie tous les jours. La distanciation sociale a plus un impact parce que les relations interhumaines sont un peu modifiées avec nos amis, avec nos collègues, et ainsi de suite. Ça fait que cela impacte sur la qualité de vie, mais c'est nécessaire parce que nous devons arriver à vaincre cette pandémie à coronavirus. Mais s'il y a un partenaire qui est par exemple contaminé, vous ne pensez pas que si vous réduisez la distanciation, il y a possibilité de contaminer l'autre partenaire qui est sain? Si un partenaire est infecté et qu'on a fait le test, on a trouvé qu'il est positif, il y a la quarantaine qui est utilisée. On le met peut-être, soit il est interné dans une clinique ou sinon à la maison, on peut lui trouver une pièce où on peut le garder pendant une certaine période où il est en train de prendre son traitement. Mais s'il pouvait entrer en contact avec son conjoint, vous pensez que la Covid-19 peut se transmettre sexuellement? Non, ça ne se transmet pas sexuellement, ça se transmet par les voies respiratoires, parce que quand nous parlons, il y a des gouttelettes que nous dégageons, ou quand nous respirons, il y a certaines gouttelettes qui sortent, et ce sont ces gouttelettes-là qui portent le virus de coronavirus, et ça, quand on respire, cela s'attache au niveau des voies respiratoires, et ça crée le début de l'infection. Donc ce n'est pas par la voie sexuelle. Y a-t-il, vous organisez par exemple des ateliers pour pouvoir encadrer la masse, la jeunesse? Il y a des ateliers comme ça pendant cette période de coronavirus pour la prise de conscience? Oui, nous avons pas des ateliers physiques parce que nous évitons de rassembler les gens, mais nous organisons des activités en ligne. Des campagnes sur les réseaux sociaux, parce que nous savons que les jeunes aujourd'hui, presque 80% des jeunes ont accès à un téléphone et qui peuvent utiliser les réseaux sociaux. Donc votre cible reste la jeunesse? Pas seulement la jeunesse, les adultes aussi. C'est pour ça que je suis ici, c'est sur une chaîne de télévision. Il peut y avoir des adultes qui vont nous suivre, ils vont sûrement comprendre aussi le message, et ces activités nous les implémentons dans plusieurs chaînes, dans des radios, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec des plateformes qui ont beaucoup d'audience pour pouvoir passer le message. Alors dans cette période de coronavirus, est-ce qu'une femme peut continuer ses activités avec son partenaire comme avant? Il ne peut pas changer même des fréquences, non? Non, le coronavirus ne devrait pas avoir un impact à ce niveau-là, parce que sa transmission se fait par les voies respiratoires, comme nous le disions, mais aussi pour des gens qui vivent ensemble, des couples, on ne va pas leur imposer un certain rythme. Chacun garde le rythme. Le diagnostic, nous le connaissons. Quand il y a des symptômes qui apparaissent, les dispositions sont prises sûrement pour permettre à ce que cela soit géré dans le temps et éviter que la maladie puisse s'empirer. Mais du point de vue de la sexualité de la famille, il ne devrait pas y avoir de l'impact. Les coronavirus augmentent-ils les risques
de mortalité pendant l'accouchement? Alors ça, c'est une bonne question parce que pour une femme qui développe le coronavirus et qui est en train d'accoucher, elle est plus exposée à faire une détresse respiratoire parce que c'est un stress qui est plus élevé et qui peut faire que dans les conditions normales, elle pouvait supporter, mais quand elle est soumise au stress d'accouchement, elle peut facilement elle est plus exposée que la femme qui n'est pas... Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que les médecins peuvent faire pour sauver la vie du bébé et de la maman? Alors, dans ces cas, la femme, dès qu'elle est diagnostiquée Covid positive, elle est mise sous traitement comme toute autre femme. Si elle est en train d'accoucher, si déjà il y a des signes de détresse respiratoire qui sont remarqués, le médecin peut décider de faire une césarienne par exemple pour essayer de raccourcir le temps de travail et de lui permettre d'être peut-être mis sous respirateur ou sous oxygénateur dans le cas de figure. Et les femmes qui sont prises en charge par vous, par des organisations qui traitent la question de santé sexuelle, et les femmes qui sont prises en charge, créent-elles des relais auprès des autres femmes qui n'ont pas la possibilité d'accéder à vous, par exemple? Oui, les femmes qui accèdent aux services pendant cette période, c'est sûr qu'ils vont aller en parler aux autres aussi, qui peuvent venir dans les structures. Mais sur terrain, on ne voit pas beaucoup de mobilisation, beaucoup de campagnes de sensibilisation dans ce sens sur terrain. Ce n'est pas vraiment remarquable. Oui, bon, c'est ça le problème. C'est vrai qu'on ne fait pas de la campagne peut-être à outrance sur les chaînes de télévision, mais les activités sont implémentées déjà par les zones de santé, par les relais communautaires, par les leaders communautaires qui le font. Peut-être qu'ils n'associent pas assez la presse pour pouvoir répercuter ça dans les médias, mais il y a un travail de fond qui est fait et par le gouvernement et les partenaires pour pouvoir informer la population sur la pandémie à coronavirus et ce que ça peut avoir comme impact sur la santé sexuelle et reproductive de la femme. Mais il faudrait vraiment amplifier ces campagnes-là pour pouvoir avoir un bon résultat. Sinon, c'est comme si vous ciblez que de femmes intellectuelles, de femmes instruites, les femmes qui ne sont pas vraiment instruites, qui ne savent pas lire, ne sont pas très concernées. Mais vous savez, ces femmes-là aussi, elles font face à cette pandémie. Ces femmes-là sont appelées à reproduire aussi. Alors, il faudrait peut-être que vous pouvez avoir d'autres politiques de communication pour pouvoir atteindre un plus grand nombre de femmes qui ont vraiment besoin de ces instructions. Alors, parlant du coronavirus par rapport à la reproduction, alors, vous ne pensez pas que cette période empêche en tout cas les femmes à vivre leur vie sexuelle avec aisance? Parce qu'il y a des questions à se poser par rapport à la prise en charge d'une femme pendant la période de sa grossesse vis-à-vis de cette maladie. Il y a vraiment une question de prise en charge. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à accéder aux services des soins. Ils ne savent même pas à quelle porte frapper en cas de problème parce qu'il y a beaucoup de restrictions pendant cette période. Oui, ça c'est une grande préoccupation et je sais qu'il y a des discussions. Pas seulement les femmes de Kinshasa, même les femmes qui vivent en dehors de Kinshasa. Effectivement, c'est une grande préoccupation. C'est vrai que déjà même dans des conditions normales, l'accès aux soins de santé dans notre pays pose problème. Presque 70% des gens vont d'abord chez les praticiens avant d'aller dans une structure. Et l'automédication. Il y a l'automédication et tout ça. Et cela s'acutise encore quand il y a une crise humanitaire. Mais bon, on essaye de pousser, de faire des plaidoyers pour que ces informations puissent partir de la base. Et il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a un travail de fond, par exemple au niveau des zones de santé, où il y a des relais communautaires qui font des sensibilisations. Ces relais sont appuyés par les partenaires, ça peut être IPAS, ça peut être l'OMS, ainsi de suite. C'est aussi le gouvernement qui met la main à la pâte pour que l'information arrive aux plus démunis. Et parfois, nos zones d'intervention, généralement, on les choisit en fonction des ressources des gens qui y habitent. Nous intervenons dans des zones où il y a des gens
parfois pauvres, parfois qui n'ont pas assez de moyens. C'est juste pour s'assurer que les mêmes soins que ceux-là qui ont des moyens, qui ont la possibilité d'aller payer dans une structure, ont, eux aussi qui n'ont pas de moyens peuvent avoir les mêmes soins et la même information. C'est dans ce sens-là que nous intervenons aussi. Mais par rapport aux jeunes gens qui s'adonnent aux jeux sexuels sans tenir compte de tous les risques possibles, vous avez des enseignements appropriés pour le jeune? Oui, on a des enseignements appropriés. Il y a ce qu'on appelle l'éducation sexuelle complète. C'est des informations sur la sexualité qui est donnée aux jeunes de différents âges. Parce que l'information qui est donnée à un jeune de 7 ans n'est pas la même qui est donnée à celui de 18 ans. Il y a cette éducation sexuelle qui est importante. Il faut que ce discours ou cet échange soit tenu et au niveau de la famille par les parents et les enfants, et au niveau de l'école, mais aussi au niveau du système de santé où il y a les relais et consorts qui doivent engager cette discussion avec les jeunes pour échanger. Et nous avons des programmes spécifiques qui ciblent la jeunesse, qui parlent avec eux. Il y a des dialogues intergénérationnels, par exemple, qu'on organise. Ça se passe dans quel cadre? Dans les écoles ou bien dans des centres des jeunes ou dans les paroisses? Ça se passe dans quel cadre? Ça se passe dans des écoles, ça se passe dans des églises. Vous avez la facilité d'accéder à des écoles? Oui, on a, pas pendant la période de Covid par exemple, parce que certaines écoles sont fermées. Toutes les écoles. Oui, parfois on le fait dans des églises, parfois c'est dans des écoles, parfois c'est dans la communauté. On organise une causerie éducative et les gens ont le temps d'échanger et d'avoir la bonne information. Parce que vous savez, les jeunes gens sont des spécialistes en avortement. Les jeunes filles sont vraiment des spécialistes en avortement clandestin parce qu'ils ont peur de leurs parents, qui ne veulent pas que le parent soit au courant. Alors ils s'entendent avec quelques jeunes, quelques amis qui ont déjà aussi recours à cette pratique et ils vont se faire avorter à l'insu, sans tenir compte de tout le danger possible. Alors je crois que la cible que vous devriez vraiment pointer, ce sont ces jeunes filles par rapport à leur santé sexuelle. Ils doivent être instruites pour pouvoir se sécuriser et protéger leur vie aussi. Je ne sais pas comment, vous avez quelle politique pour conscientiser ces jeunes filles-là? Oui, comme je le disais, on a des campagnes en ligne avec les jeunes, mais aussi on a des ressources mais pour ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, comment ils peuvent s'en sortir? Pour ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, comme nous le disions, on a des discussions au niveau communautaire avec les jeunes pour discuter de la santé, de la reproduction, de la sexualité. Nous avons des ressources, comme je le disais tantôt, où il y a des applications, par exemple, que la personne peut télécharger sur son téléphone et avoir l'information. Il y a les chatbots, par exemple, avec WhatsApp, mais il y a aussi ce travail sur terrain, la discussion directe avec les femmes, avec les jeunes. Il y a des activités dans les marchés que nous organisons avec les radios communautaires dans les marchés pour pouvoir toujours transmettre le plus possible la bonne information sur ce qui est de la santé de la reproduction et permettre à ce que si un jeune doit prendre une décision sur sa sexualité, que ça soit basé sur des informations vraies et non sur les rumeurs qu'ils peuvent ramasser sur la route. C'est vrai qu'ils sont parmi les plus vulnérables de toute la classe de la population et ils ont besoin de l'appui et des parents et des enseignants, mais aussi et de la communauté. Oui, docteur, vous savez, nous courons déjà vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure? Ce que je peux dire à ce niveau, c'est plutôt de continuer à sensibiliser, comme nous le faisons toujours, pour ce qui est de cette période de coronavirus, sur le port correct de masque. Moi, j'ai toujours le mien avec moi. Je l'ai enlevé pour l'émission. Oui, mais il faut le porter correctement. Moi, je le porte comme ceci. C'est comme ceci qu'on le porte et non pas comme cela. Il doit bien protéger et le nez et la bouche pour permettre à ce que la personne puisse être protégée. Mais aussi, il faut le lavage des mains à tout moment. Il faut utiliser le gel hydroalcoolique et éviter
d'être plus rapprochés, garder une certaine distanciation sociale pour éviter le transfert des infections. Mais aussi pour ce qui est de la santé de la reproduction, c'est juste pour appuyer davantage sur le message pour éviter, diminuer les violences basées sur le genre, mais aussi informer les femmes que l'accès à la santé de la reproduction, la planification familiale, les soins d'avortement sécurisés, l'offre de services aux survivants des violences sexuelles continue pendant cette période. Et quand ils ont un problème, ils peuvent s'adresser à une structure de prise en charge. Merci beaucoup, Dr Mike Mpoyi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir était pour nous et ce n'est pas la dernière fois. Nous pensons que nous aurons encore la possibilité de vous revoir sur ces plateaux pour un autre sujet. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain à 21h10. Vous suivrez ces numéros en rediffusion mercredi à 12h. D'ici là, ne zappez pas, restez branchés sur Télé 7 pour la suite de nos programmes. Au revoir.